Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau récap de Dynamite. Cette semaine au Mission Ballroom à Denver dans le Colorado devant 2500 personnes. L'arène était sold out, complètement complète. Et on commence tout de suite avec un match entre Jon Moxley et El Clone en éliminator match pour le titre continental. On a l'habitude maintenant, Jon Moxley il revient, il remet un petit peu en revue toute la Don Callis Family jusqu'à affronter Takeshita, probablement à Révolution sans doute. Et un match qui était vraiment très agréable, peut-être un de mes matchs préférés des derniers mois, peut-être même du début de l'année en weekly chez All Elite Wrestling, avec un match qui était assez dynamique, assez agréable à suivre. Avec lui, de toute façon, il est toujours original sur le ring. Je commence même à me demander si c'est pas mon membre préféré de la Don Callis Family aujourd'hui. Le public est vraiment bien investi dans le match. Ça le rend d'autant plus intéressant. Tout le monde est plutôt à fond. On sent que l'arène est complète sur les réactions, que c'est assez agréable. J'ai bien aimé le moment où Elclone utilise la corde qui sert pour les tag teams, la petite cordelette que les gens tiennent pour rester à portée de tag, pour étrangler Moxley. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ce spot-là et c'est assez bien pensé. Derrière, il s'est suivi d'un suicide dive entre la première et la deuxième corde. Il y a un standing moonsault, mais aidé par la barrière de sécurité en dehors du ring. C'était un très joli enchaînement. Il y a des moves qui fait dans le match que je serais même incapable de décrire, je pense. Donc, allez juste voir le match. Pour moi, c'est une petite masterclass d'originalité dans ce qu'on peut apporter, des petits twists en fait. Il y a même des choses où en fait, il se simplifie la vie par rapport à ce qu'il pourrait faire normalement, mais juste c'est fait d'une façon qui est tellement unique que c'est mieux que s'il avait fait la version plus compliquée du même move. Donc ça, je trouve ça assez impressionnant. Au final, Moxley, après avoir bien mis le clone over pendant pratiquement un quart d'heure, il va finir par remporter le match avec son Death Riders. C'était vraiment un excellent match. Moi, je pense que c'est mon match préféré de ce soir-là, même s'il y en a un autre qui est très bien un peu plus tard. On va en parler dans le main event. Mais moi, je vous recommande chaudement d'aller regarder ce match-là. Surtout si vous n'avez pas encore eu l'occasion de trop connaître Arez ou aujourd'hui El Clone. C'est un bon match pour le découvrir, je pense. C'est un beau quart d'heure de catch. Donc ouais, un match très plaisant, je trouve. Prince Nana, qui vient confronter la table des commentateurs après qu'ils aient dit un peu plus tôt dans la soirée que si Swerve venait cette semaine, il aurait une amende de $10,000 et une semaine de suspension. Bon, Prince Nana, il dit que voilà, Swerve, en fait, il s'en fiche des sanctions, c'est pas grand chose niveau argent, il est blindé, une semaine de vacances, c'est pas ça qui va l'embêter. Donc, Swerve arrive, il vient prendre un petit peu la température auprès du public. On sent qu'il y a des gens qui aiment bien le retour de ce Swerve un peu violent, avec ce qui s'est passé avec Kenny Omega la semaine dernière. Forcément, il y a des huées. Il prend ça un petit peu à la légère en disant, bon bah voilà, quand c'est votre préféré, ça vous plaît pas trop. Je vois qu'il y en a certains qui s'appelaient. Je pense que c'est une bonne façon aussi d'aller tester un petit peu le public, voir est-ce que tout le monde est vraiment contre lui, est-ce que les gens étaient à fond avec lui après ça, un peu rigolo. Strickland il dit voilà qu'il a été vexé que Kenny dise que c'était pas lui l'homme le plus dangereux du monde, mais que c'était Brody King. Il va parler de la conversation à propos des regrets qu'il a vu avec Adam Page il y a un petit moment. Il dit que effectivement il regrettait ce qu'il avait fait pour arriver jusqu'au titre mondial il y a quelques années, mais c'est aussi le moment où il a eu le plus de succès dans sa carrière. Donc dorénavant, voilà, tout le monde est en danger, il va s'en prendre à n'importe qui, tout le monde est à portée de fusil de Sir Strickland. Et du coup, on enchaîne avec Brody King qui forcément se sent un petit peu visé. Il avait déjà pris la défense de Kenny Omega la semaine dernière et il va réagir à ses propos, voilà, en rappelant que lui veut être le prochain sur la liste des challengers au titre mondial. Donc on se doute qu'il va y avoir confrontation entre les deux hommes assez rapidement. Gabe Kidd contre Orange Cassidy. Il n'y a toujours pas eu de graphique All Elite pour Gabe Kidd ou Clark Connors, mais bon, il semble maintenant qu'ils sont bien installés aux États-Unis. C'est des réguliers, ça fait quelques semaines de suite qu'on les voit. Je pense qu'on ne devrait pas tarder à voir le graphique Gabe Kidd et Clark Connors à All Elite. Match qui traîne un petit peu la patte dans sa première partie avant de devenir un petit peu plus intéressant en seconde. Cassidy va réussir à placer son beach break pour un compte de 2. Il va préparer son orange punch, mais Gabe Kidd va utiliser l'arbitre comme bouclier pour ensuite enchaîner avec le pile driver pour le compte de 3. Victoire de Gabe Kidd.
Orange Cassidy, il est pas mauvais pour mettre des mecs over. Maintenant, je trouve que Gabe Kidd dans ce genre de format, c'est pas là où il brille le plus. C'est pas vraiment un catcheur qui fonctionne dans la mid-card. C'est un catcheur en fait qui aime bien être au main event, qui aime bien avoir 30 minutes et qui aime bien en faire des caisses. Donc je trouve un peu difficile pour moi pour lui dans ce genre de match. Limite dans ce genre de format, je préfère Clark Connors, que je trouve plus pertinent dans de la mid-card. Maintenant voilà, le match est pas terrible, mais il se défend quand même. D'ailleurs, en parlant de Clark Connors, il va arriver pour venir s'en prendre Orange Cassidy. Et comme le présent de semaine, Darby Allin va venir faire le save et il va chasser les War Dogs du ring, on se doute qu'il y a quelque chose qui se prépare pour Révolution. Peut-être un tag match, peut-être un contrat entre Darby et Gabe Kidd. Bon, on attend de voir. De toute façon, là pour l'instant, on continue de nous faire la même chose un peu toutes les semaines sans nous apporter plus. Donc, on reste en attente. On enchaîne avec Thunder Rosa et Chris Statlander en interview avec René Paquette. Thunder Rosa, voilà, comme la semaine dernière, elle en a après éclat. Elle a battu Julia Hart à collision dans un match qui était sympathique à regarder. Un bon retour en tout cas pour Thunder Rosa. Statlander va le prévenir de faire attention, mais elle a pas l'air d'en avoir trop quelque chose à faire, Thunder Rosa. Elle a pas trop envie d'écouter le conseil. Statlander reste un peu visage fermé là-dedans. Est-ce que c'est des premières dissensions? Est-ce que visiblement elle est pas clear encore, Statlander, d'après ce que disait René Paquette? Est-ce que c'est pour mener à quelque chose ensuite entre Statlander et Thunder Rosa, mener à un nouveau programme, un turn de stats? Je pense qu'on se dirige doucement, mais sûrement vers un Thunder Rosa contre Tekla. Ça a l'air d'être la direction vers laquelle on se dirige. C'est pas l'affiche qui me fait le plus rêver surtout si c'est pour Révolution. Parce que bon, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est un petit peu le principe de cette division féminine que tu construis pas. Donc tu ramènes quelqu'un, tu profites de l'hype du retour de blessure ou du retour à l'antenne pour dire bon bah voilà, maintenant challengeuse, parce que bon bah on a pris le temps de construire personne dans notre midcard pour dire qu'on avait des catcheuses fortes ici. Donc t'as pas trop le choix de faire ça quand tu veux temporiser et ne pas mettre systématiquement Tony Storm en challengeuse. Donc pas un programme que je trouve excitant. Après, surtout que Thunder Rosa a pas montré depuis son premier retour de blessure l'année dernière qu'elle était revenue à un bon niveau. Donc ouais, je suis pas complètement emballé par le truc. Maintenant, on va donner sa chance au programme en espérant que ça donne quelque chose de sympa. Pour le coup, pour une fois, je préférais que ce soit peut-être un programme pour du Dynamite. Peut-être faire conclure ça en weekly et donner un match un peu plus intéressant à Tekla pour sa première défense. Maintenant, je pense que c'est un peu tard pour ça. Je pense qu'on se dirige tout droit vers un Thunder Rosa contre Tekla. Kevin Knight contre Mansour. Mansour qui brille ces derniers temps avec MXM et Johnny Concero, anciennement Johnny TV. Donc pour ceux qui le connaissent de chez AEW, donc en ce moment du côté de CMLL. D'ailleurs, Johnny Concero qui aura un match cheveux contre cheveux donc cette semaine à vendredi à Super Viernes à Arena Mexico. Donc match qui va être assez intéressant. Je cherche, je ne cite pas son adversaire parce que j'ai un trou. Et je ferai peut-être un petit passage au montage pour vous mettre le nom. Parce que là j'ai un trou en tête de qui l'affrontera. Il me semble que c'est Valiente, mais j'ai comme un doute. Donc ouais, si vous avez l'occasion d'aller voir, en plus la carte du Super Viernes de cette semaine est vachement intéressante. Claudio va défendre son titre, va y avoir un match pour être challenge aux titres féminins. Ça risque d'être sympa. Je crois qu'il y a Mercedes qui est prévu dans pas longtemps aussi. Donc de toute façon CML c'est trop bien, donc n'hésitez pas à le checker. Petit squash match pour Kevin Knight, pas désagréable. Mansour il est bon dans ce genre d'exercice, c'est un bon gars pour se faire squash. Kevin Knight il fonctionne très bien en ce moment, on sent qu'on tente quelque chose avec Kevin. Donc c'est logiquement emporté par Kevin Knight avec son UFO Splash. Rien à signaler ici. Si ce n'est que Kevin Knight va prendre le micro après un match pour teaser l'éventuelle future victoire d'Adam Page contre MJF pour le titre mondial à Révolution. Et il va demander à Adam Page à être le premier challenger quand il sera champion.
Est-ce qu'on se dirige doucement mais sûrement vers un Kevin Knight qui va vers de la division solo? Ce serait plaisant. Parce que c'est un excellent catcheur. C'est peut-être celui qui brille le plus du duo avec Mike Bailey. Mike Bailey a une petite période à son arrivée où ça fonctionnait bien. Il a bien profité de l'équipe Kevin Knight pour s'exposer. Et je pense qu'il y a un vrai créneau à prendre pour lui. À titre personnel, j'aurais bien aimé qu'on le voit plutôt se diriger vers le titre de Ricochet ou se diriger vers Kyle Fletcher. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Là, on fait des promesses qui ne seront peut-être pas tenues, donc c'est peut-être ça qui m'embête un peu plus. Mais bon, dans tous les cas, Kevin Knight, c'est une garantie d'avoir un bon match, donc là-dessus, je suis assez confiant. Et du coup, on enchaîne avec le segment qui était teasé depuis la semaine dernière, où MJF et Adam Page doivent se mettre d'accord sur la stipulation avec laquelle ils s'affronteront à Révolution. Et pour décider de la stipulation, MJF, il a une idée. On fait un pile ou face, j'ai ramené une pièce. Si Adam Page gagne, eh ben, ce sera un Texas Deathmatch. Si MJF gagne, ce sera un match sans disqualification, mais seulement pour MJF. Adam Page, lui, sera toujours disqualifié dans le cadre d'un match classique. Stipulation de méchants. La semaine dernière, j'avais dit, je pensais qu'ils allaient plus discuter sur les termes du Texas Deathmatch et que MJF allait proposer de mettre la carrière d'Adam Page en jeu. Au final, on se dirige pas du tout là-dessus. Le fait que Adam Page n'aura plus de chance au titre mondial s'il perd est maintenu quoi qu'il en coûte, visiblement. Adam Page tient à cœur que ce soit le dernier affrontement entre les deux. Donc oui, voilà, c'est des matchs qui s'entendent. Avant de lancer de PS, Adam Page il va teaser le Texas Deathmatch pour faire peur à MJF en disant qu'il n'a aucune chance de le battre dans cette stipulation. MJF va lancer la pièce et va gagner le pile ou face. Ce sera donc un match sans disqualification à sens unique pour MJF. Adam Page va demander à voir la pièce parce qu'il a un petit doute quand même. Mais MJF veut s'enfuir, voilà, il a gagné, il veut se barrer. Il est intercepté par Jet Speed et Brodido. Et donc, il va retourner sur le ring. La pièce était en fait une fausse. Et en conséquence, Tony Khan va informer Schiavone dans l'oreillette que la stipulation sera finalement un Texas Deathmatch. Bon. En fait, ce que j'aime moins dans ce segment, c'est que ça me donne moins une impression que le match est pris au sérieux parce qu'il y a ce côté un peu blague avec MJF qui ramène une fausse pièce, etc. Alors blague, goofy, appelez ça comme vous voulez, hein. MJF qui tente une arnaque, etc. Bon, ça colle au personnage et tout. J'aimais bien le MJF qui se faisait courir après par beaucoup de challengers. Le match MJF Adam Page n'est pas un match qui me hype particulièrement à titre personnel. On l'a déjà vu. J'ai pas l'impression qu'on nous apporte quelque chose d'incroyable. Alors même si voilà un Texas Deathmatch, voir MJF se faire marcher dessus par Adam Page pendant 20 minutes, ça va être quelque chose d'assez rigolo à voir forcément. Mais j'ai du mal à trouver que je trouve que en fait cette route vers Révolution est assez mal construite dans l'ensemble. J'ai quasiment l'impression qu'aucun match n'est important. Malgré par exemple le fait que là, pour Adam Page, il y a quand même un assez gros enjeu. C'est s'il perd, il n'aura plus jamais de chance au titre. Et je ressens pas ce poids, je ressens pas ce côté grave qu'il y a là-dessus. Est-ce que c'est à cause de la photo avec Marty Scurll d'Adam Page, le fait qu'on tente de vraiment mettre beaucoup de hits sur MJF pour que ce soit le plus détestable possible pour éviter que le public se retourne sur Adam Page, mais je pense que pour Adam Page, je pense qu'il y a plus de chances qu'il y ait un désintérêt que de la hit contre lui. Ce qui est sûr est encore plus dommageable qu'autre chose. Mais je sais pas, il y a même sur les autres programmes, alors il va y avoir 2 matchs qui vont être annoncés dans la foulée que moi j'aime beaucoup, qui sont des très beaux matchs de entre guillemets de remplissage. Mais par exemple, pareil pour le Tekla Thunder Rosa dont on a parlé précédemment, c'est pas encore annoncé comme officiel. Révolution arrive quand même dans pas si longtemps que ça.
je ressens pas beaucoup de poids là-dedans. J'ai l'impression que pour moi, le match quasiment le mieux construit, c'est le FTR contre les Young Bucks. Et bon, c'est un match qui a quasiment besoin de rien au final, parce que c'est quasiment les deux meilleures équipes du monde qui vont s'affronter. Donc ouais, pour l'instant, j'ai beaucoup de mal avec cette construction de cartes pour Evolution. Et on va enchaîner, en tout cas, avec les Babes of Wrath contre Megabad, match qui n'a pas beaucoup de chance pour les titres mondiaux par équipe. Le match est un peu dans un faux rythme au départ. Il y a quand même un joli suicide dive de Megad Main en début de match, mais c'est un peu tout ce qu'il y a à retenir. Et il va y avoir ce petit moment-là. Alors là, pour l'instant, j'ai juste parlé du match, mais Lena Cross qui vient intervenir avec un coup de ceinture dans le visage de Willow, alors que Megan Bayne avait l'avantage sur elle. Au final, du coup, disqualification contre Megabad. Babes of Wrath conserve les titres. Au final, ça s'explique parce que visiblement, Penelope Ford était blessée lors d'un moonsault vers l'extérieur du ring où elle n'est pas rattrapée par Harley Cameron et Willow Nightingale. Donc, ils ont dû improviser à la moitié du match. Pour le reste, je pense que le timing aurait pu être meilleur pour le coup de ceinture. Lena Cross aurait dû attendre que Willow avait l'avantage pour choper quelque chose d'un peu crédible, parce que là, ça paraît juste con. Maintenant, il fallait faire quelque chose dans l'urgence. On a tourné ça comme on pouvait. C'est dommage, parce que pour une fois qu'il se passe un peu quelque chose dans ta division féminine, t'as une nouvelle blessure de Penelope Ford en plus qui revenait bien de sa précédente blessure, je trouve. Donc c'est quand même dommage. Et t'as un peu de la chance dans ton malheur, c'est que t'as introduit Lena Cross il y a pas très longtemps, donc t'as une solution de secours pour une fois à balancer. En plus, bon, c'est sûr qu'une équipe Megan Bayne, Lena Cross, sur le papier, c'est une équipe qui fait plaisir à voir. C'est une équipe avec beaucoup de taille, en plus avec des catcheuses qui sont très pertinentes dans le ring, avec un gabarit assez impressionnant. Donc si on se dirige vers ça, je suis très content pour le coup, parce que je pense qu'il peut y avoir un vrai bon match. Maintenant, toujours pareil, si tu décides de pas aller vers ça, t'avais rien construit à côté pour te prévoir une solution de secours. Il y a quasiment pas eu d'autres matchs par équipe que de matchs de Megabad qui gagnent depuis peut-être 5 semaines. Faudrait peut-être au cas où quand même faire des matchs dans tes divisions de temps en temps. Alors je demande pas à ce qu'il y ait tout le temps 3 matchs féminins par carte, ni même 2, mais la constante qu'il y en ait quasi systématiquement un match, et quand il y en a un deuxième, souvent c'est un squash. Ça n'aide pas, je trouve, à construire quelque chose. Mais bon, là, ça fait quoi? Ça fait 5 semaines de suite que vous m'entendez faire des diatribes sur la division féminine en boucle. Je vais vous épargner cette semaine. Brody King contre Mark Davis. L'arrivée de King qui met tout de suite le public dans un bon mood avec les chants Fuck Ice, forcément. Un duel sympa entre deux gros gabarits. Il n'y a pas énormément de choses à noter. Le match est très sympa à suivre. Brody King qui va finir par l'emporter avec de lariat. C'est voilà, match pour construire Brody King fort. Mark Davis, il fonctionne bien dans ce système-là. C'est très bien ici. Il y a Brody King qui va prendre le micro pour call out Swerve en disant que, voilà, au final, il confirme, c'est bien lui le numéro 1 de la violence. Il veut défier Swerve à Révolution. Match sur le papier qui est assez sympa. Ça, c'est un match que j'ai envie de voir. Il y a Bandido qui va rejoindre Brody King sur le ring. Et il dit qu'il veut également un combat Révolution. Lui aussi, il a envie de se battre, il a envie de la bagarre. Et qui va répondre à l'appel de Bandido? C'est Andrade El Idolo qui va répondre au challenge. Là, le match me fait plaisir. C'est un match là que j'ai envie de voir. De toute façon, là, j'ai envie de voir Andrade tout le temps. J'ai envie de voir Andrade à tous les shows. Depuis son retour et son départ de WWE, et maintenant le fait qu'il ait été libéré contractuellement, voilà, de ne plus apparaître dans d'autres compagnies, je crois qu'il n'a pas fait une mauvaise apparition. Je l'ai vu à la House of Glory. Et pareil, il fait un bon match du côté de New York, qui est un match assez intéressant contre Charles Manson. Alors que Charles Manson, c'est pas un catcheur que j'aime beaucoup, et pourtant Andrade a sorti un bon match avec lui. Il y a un spot que vous avez peut-être vu tourner où Charles Manson kick une femme dans le public parce qu'il Andrade est en train de prendre des selfies avec.
Je trouve qu'il a rajouté une dimension à son personnage. Et en fait, je trouve qu'il a pris le meilleur de quasiment tout ce qu'il a fait dans sa carrière jusque-là. Et qu'en fait, là, on a le Andrade Best-of. On a le Andrade Best-of, on a celui qui a trouvé son rythme, qui a trouvé qu'est-ce qu'il devait garder, qu'est-ce qu'il devait enlever, ce que les gens aiment voir, ce que les gens n'aiment pas voir. Il a trouvé son mix parfait. Et c'est peut-être le meilleur Andrade. Je me pose la question de est-ce qu'on n'a pas le meilleur Andrade depuis le Black and Gold. Je l'ai pas connu moi avant, en tant que la Sombra, chez CMLL. Donc je suis un peu curieux de peut-être de connaître plus cette époque. Je sais pas si c'est ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me dire si voilà vous estimez que la Sombra c'est mieux que Andrade. Je serais curieux d'avoir vos avis là-dessus, voir si ça vaut le coup d'aller checker ça. Mais ouais, là, ce Andrade là, c'est un Andrade au sommet de son art. Et donc un Bandido qui a sorti une top année 2025, là, qui commence peut-être à revenir un petit peu au devant de la scène. Ouais, c'est un match qui me donne envie de voir. Quel Fletcher avec René Paquette en backstage. René qui rapporte à Fletcher que Ciampa a déclaré qu'il estimait que le titre était toujours le sien. Fletcher va commencer sa promo, voilà, pour commencer à taunter Ciampa, mais il va être interrompu par Kazuchika Okada, qui arrive et qui dit voilà que contrairement à Takeshita, eux deux ils sont presque tout le temps champions. Et comme Okada, il considère que Fletcher c'est son meilleur ami à lui, il veut faire équipe avec lui pour la première fois à Collision, en étant proto-Okada. Fletcher a l'air plutôt OP pour accepter. Donc un petit match par équipe à Collision, ça peut être rigolo. De toute façon, là, on sait qu'on construit doucement le match Okada, Takeshita. Donc voilà, c'est quelque chose qui va arriver dans un futur. Dès qu'Okada en a l'occasion, il place une petite pique pour Takeshita, c'est toujours rigolo. Okada, il fonctionne très bien sur le petit fouinasse. Il est adorable là-dedans. Anything Goes entre Jacques Perry, Desmond Xavier, Zachary Wentz des Rascals, les Young Bucks contre FTR et The Demand au complet. Un match qui débute comme un Arkansas Arena, hein, avec Tarzan Boy de Baltimora qui continue de résonner dans l'arène, alors que le match il démarre. Tout le monde se bagarre un peu partout. Il y a même un moment où Stockley il va être utilisé comme une arme dans son fauteuil roulant. C'était un peu rigolo. Comme souvent dans ce genre de match, un petit bordel avec beaucoup de spots sympas. Surtout qu'il y a beaucoup de bons catcheurs sur le ring. Il y a un moment rigolo quand Jake Perry va sortir un aspirateur de sous le ring et écraser le bac à poussière sur la tête de Toa Liona en créant un gros nuage de poussière. C'est assez graphique et c'est assez cartoonesque aussi, donc ça fonctionne bien. Les Rascals vont réussir à un moment à infliger un double C4 sur une table à ricochet dans une fan match qui va un peu dans tous les sens. Il y avait 3 ou 4 tables, je crois, de sortie dans le main event. Et c'est un peu parce que du coup, le public sentait que toutes les tables allaient y passer. Donc, il disait, voilà, il reste des tables. Et à un moment qu'il ne restait plus qu'une, il fait, il en reste encore une. Et au final, toutes les tables ont bien été cassées pour que le match puisse se terminer. Vous connaissez la règle, hein, si une table est sortie, elle doit être détruite. Donc, voilà, c'est un match qui est assez rigolo à suivre à ce niveau-là. Les gentils finiront par l'emporter avec un running knee de Jack Perry assisté par les Young Bucks sur Ricochet pour le compte de 3. C'est un match. Moi, je préfère tant qu'à faire le Moxley clone. Ça me choque pas du tout si quelqu'un me dit qu'ils ont préféré ce match parce que je trouve que c'est un match qui sent bon le printemps. C'est un match qui met de bonne humeur. C'est un petit match d'été, quoi. C'est un match où il fait un petit 20-21 degrés et qui se déguste avec un petit apéro ou quoi que ce soit. Donc, c'est un match à regarder entre amis. Donc ça, c'est un match qui met de bonne humeur, je trouve. Donc ouais, ça me rappelle un petit peu le match de la Sky Team du côté de Fantastica Mania au Japon, où voilà, c'est des matchs qui me mettent de bonne humeur. On sent, voilà, il y a cette petite vibe des beaux jours qui arrive quand on regarde ce match-là. Donc ouais, assez plaisant à regarder. Comme j'allais dire dans l'ensemble de Dynamite, qui est un peu faux au final, parce que je trouve que c'est un Dynamite qui a un très solide début, une très solide fin, et qui a un ventre mou, très mou, pour le coup. Pas forcément de la cause du booking, voilà. La blessure n'aide pas, je pense. Je trouve que voilà, il y a des forcément pas mal de trucs à corriger
comme d'habitude, et comme vous m'avez entendu me plaindre tout à l'heure de la construction de Révolution, je trouve que ce show ne fait pas exception, ou ça construit assez mal le pay-per-view à venir. Maintenant, c'est comme d'habitude avec Elite, c'est qu'on peut, à chaque fois on pardonne, parce qu'on nous sort un très bon match dans la foulée. Donc on se dit, ah, c'est vrai que Dynamite, c'est en fait, au final, c'est surtout ça. C'est du bon catch. Donc on pardonne. Je suis un peu curieux d'avoir vos avis là-dessus, sur cet épisode-là, parce que c'est vrai que j'ai tendance à donner des avis peut-être un chouïa pessimiste, parce que j'ai envie d'équilibrer. Parce qu'au final, souvent, quand c'est le catch, j'ai souvent tendance à dire que c'est bien. Parce que c'est souvent bien au niveau du ring chez All Elite. Il y a rarement de quoi se plaindre. Donc c'est vrai que je tempère en essayant de mettre tout en relief. Parce que j'ai pas envie non plus juste de dire du oui c'est bien, et j'ai envie aussi de donner des pistes de réflexion. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles vous pensez pas nécessairement, vous dites c'est pas faux, etc. Et je trouve que c'est bien d'entretenir un peu un esprit critique vis-à-vis des shows de Elite. Tout n'est pas incroyable, tout n'est pas parfait, loin de là, et c'est pour ça qu'il y a toujours des choses à corriger, c'est bien de le dire, je trouve. En tout cas, merci à ceux qui m'ont écouté de m'avoir écouté. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau récap de Dynamite. D'ici là, amusez-vous bien. C'était Dumble J. Salut.